Thomas Soto. Les experts sont tous là, Alex Taylor pour l'Europe, Axel de Tarlet pour l'éco, Alexandre Cara pour la politique et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, Ryanair, la compagnie Ryanair s'apprête à desservir l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et ça, c'est un vrai coup dur pour Air France parce que jusqu'à présent, Roissy, c'était un peu la chasse gardée d'Air France. Exactement, parce qu'aujourd'hui, Ryanair, pour les Parisiens, dessert, il faut aller à l'aéroport de Beauvais, qui est à 84 km au nord de Paris. Il faut y aller en car, parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de RER. Et donc, c'est une information de la Tribune, mais qui semble être confirmée. Ryanair aurait obtenu des créneaux pour assurer une quinzaine de vols au départ du grand aéroport parisien qui est Roissy-Charles de Gaulle. Il faut savoir que Ryanair, c'est la plus agressive des low cost. J'ai encore regardé ce matin, elle vous propose des billets à 8 €. Elle est capable, avec hors des billets taxe à 8 €. Hors taxe d'aéroport. Enfin, ça va pas chercher loin. Et donc là, en atterrissant à Charles de Gaulle, Ryanair veut monter en gamme, prendre une clientèle à faire. Et oui, c'est un coup dur pour Air France. Alors que les low cost aujourd'hui, c'est 28% du marché. Elle vise 50% du marché parce qu'il y a aussi EasyJet qui, à partir de l'été prochain, a annoncé 30 nouvelles destinations au départ d'Orly et de Roissy. On parle du marché français là. On parle du marché français. Donc on grignote vraiment sur les terres d'Air France. Oui, et imaginez le choc pour Air France quand vous vous souvenez qu'il y a 10 ans, je vais avoir la sympathie de ne pas rappeler son nom, mais l'ancien président d'Air France disait, je cite, « Nous n'avons rien à craindre des low cost, nous ne faisons pas le même métier. Vous vous rendez compte ? Donc là, il faut qu'ils rétropédalent complètement, qu'ils taillent dans les prix et qu'ils réduisent les coûts Air France. C'était qui ? C'était Christian Blanc, non ? Non, c'était Monsieur Spinetta. Ah, c'est Jean-Cyril Spinetta, ouais. Bon, et puis il y a aussi les compagnies du Golfe qui attaquent Air France sur les vols long courriers. D'ailleurs, il était question qu'elles aussi desservent les aéroports de Lyon et de Nice. Oui, c'est Alexandre Cara qui nous avait révélé ça. Voilà, exactement. On avait parlé en mai quand on avait vendu des Rafales au Qatar. On avait dit, en échange, on va autoriser le Qatar, Qatar Airways, à desservir les aéroports de Lyon et de Nice. D'ailleurs, je m'étais fait taper sur les doigts par le gouvernement sur le thème, ça n'a rien à voir. Alors, c'est confirmé. Qatar Airways va bien desservir Lyon et Nice, mais vous avez raison, ça n'a rien à voir. Officiellement. Mais officiellement. En tous les cas, on voit que l'équation est très compliquée pour Air France, qui se fait attaquer par ses low cost, qui se fait attaquer par ses compagnies du Golfe qui ne payent pas les mêmes charges, qui ne payent pas de taxes d'aéroport, qui ont beaucoup de subventions. Et c'est très compliqué. On envisage ouvertement, je vais vous le dire, on parle ouvertement de la disparition d'Air France, de la faillite d'Air France. C'est quelque chose dont les patrons parlent, envisagent, et voilà. Et ce serait un drame parce que pour justifier les différents alors peut-être plans qu'il y a un peu de manipulation, mais mais enfin il y a d'autres compagnies qui ont disparu en Europe, et ce serait un drame plus qu'un drame d'entreprise, ce serait un drame national, parce que vous savez, Air France, c'est l'un des symboles du pays, c'est une part de notre identité, c'est l'image de la France. Comme Alitalia qui a été absorbé aussi, qui a été croqué. Alex Taylor, on va en Islande. Vous savez, on n'y va pas souvent en Islande. Comment on dit bonjour en islandais, vous savez ou pas? Très bien. Comment allez-vous? Voilà, j'ai noté. On va continuer en français alors. Donc les Islandais qui découvrent une ancienne religion sumérienne. Oui, le zuisme. Il s'agit de vénérer les dieux de la basse Mésopotamie au Moyen-Orient. Il y a 3000 fidèles, 1% de la population a rejoint le mouvement depuis 2 semaines, alors qu'il n'y avait que 3 zuistes en Islande cet été. Ils ont vu la lumière? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. C'est pour protester contre l'impôt obligatoire pour financer l'Église, qui existe en vertu de l'article 62 de leur constitution. Cela représente en moyenne 80 € par an. La plupart de l'argent récolté va vers l'Église luthérienne, mais les zuistes promettent de rembourser les deniers aux fidèles. Mais ce qui est plus bizarre, Thomas, c'est qu'une messe vient d'être célébrée dans une église de Reykjavik, avec dans une cérémonie somme toute assez surréaliste, convenaison des incantations de poèmes en islandais aux divinités sumériennes. Ce sont donc des conversions politiques. La taxe d'église, elle existe ailleurs. Elle Oui, pas qu'en Islande. Surtout dans les pays germanophones. Il faut savoir que les Autrichiens, par exemple, peuvent payer jusqu'à 400 € par an pour l'Église. En Allemagne, l'Église catholique récolte 5,5 milliards d'euros chaque année sur les feuilles d'impôt. 300 000 Allemands font la démarche de se déclarer non religieux pour ne pas le payer, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut envoyer ces documents devant le tribunal d'instance. En Italie, par exemple, on doit indiquer sur sa déclaration d'impôt si on veut que 0,8% de son impôt sur le revenu finance l'Église ou des actions sociales ou humanitaires. Je crois qu'il n'y a qu'en France, en Grande-Bretagne, c'est les hedge funds. Vive la laïcité, ça vous fait une taxe. C'est la séparation de l'Église et de l'État en 1905, sauf le Concordat, sauf dans une partie dans 3 départements français. Sauf l'Alsace où c'est un peu plus compliqué parce que les deniers publics financent les prêtres. Mais il faut ajouter qu'il y a des débats dans tous les pays d'Europe où il y a cet impôt justement, parce que désormais on va plutôt vers la réforme, parce que dans certains länders c'est jusqu'à 8 à 9% de l'impôt sur le revenu. Je vous ai converti au zuisme, Thomas Soto. Non, mais Alexandre Cara, je pense qu'il est au bord de se convertir. Alexandre, vous nous révélez ce matin que Manuel Valls, qui croyait pour le coup s'être débarrassé des frondeurs, il va les voir revenir, il va devoir de nouveau compter avec eux.
Oui, et ce n'est pas exactement une secte, hein, Thomas. C'est le retour des frondeurs et c'est maintenant, puisqu'ils vont se réunir dimanche après-midi et ils interviendront dans le débat dès dimanche soir à l'occasion des résultats des régionales pour réclamer, évidemment, vous en doutez, un changement dans la politique gouvernementale. Mais ils veulent quoi exactement? Parce que cette petite musique, on l'entend depuis un moment chez eux. C'est vrai. Et là, ils vont proposer ce qu'ils appellent un nouvel agenda politique. Ils vont demander un état d'urgence territoriale, économique et sociale et surtout insister pour que l'emploi devienne une grande cause nationale au même titre que la sécurité. Évidemment, derrière ça, il y a le succès du FN et les revers de la gauche. C'est pour ça qu'ils reviennent en ce moment là pour les régionales. C'est pour eux, c'est le bon moment? Oui, ils jugent que les revers de la gauche dans ces élections signent finalement l'impasse stratégique de la ligne Valls. Ils veulent un retour à une stratégie d'union de la gauche et surtout, ils ne veulent pas laisser le Premier ministre préempter le programme présidentiel à l'horizon 2017. Mais Alexandre, on a vu ces derniers temps que les frondeurs avaient perdu du terrain. Donc est-ce qu'ils ont suffisamment de soutien aujourd'hui pour gêner Manuel Valls? Voilà, Axel, la réponse dépendra en partie du résultat de dimanche soir. Hein. Si le PS ne sauve pas les meubles comme le gouvernement l'espère, les frondeurs pensent pouvoir compter sur un soutien suffisant pour obtenir une inflexion politique. Pour cela, ils rappellent, et vous en souvenez, le soutien inattendu de l'amendement Hérault sur la dégressivité de la CSG qui avait emporté une majorité à l'Assemblée, et ils comptent évidemment sur les victimes collatérales des régionales pour venir grossir leur rang. Il faut s'attendre à une très grosse semaine politique la semaine prochaine, aussi bien du côté des Républicains qu'au PS. En réalité, c'est comme d'habitude. On va voir le résultat des régionales. Si jamais, que ça soit du côté des Républicains ou du PS, on a le sentiment de sauver les meubles, rien ne bougera. En revanche, si c'est une claque majeure, alors là, je peux vous dire, ça va tanguer. Allez, on innove et on va aller à New York par la route. Oui, par la route. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Parce qu'elle est comme ça, Anne Le Gall. Quand elle va à New York, elle prend sa voiture. Oui, Paris-New York par autoroute. C'est le projet d'un proche de Vladimir Poutine qui multiplie les sorties dans la presse en ce moment. Donc il s'agirait de rejoindre les États-Unis en passant par l'Est, en traversant la Sibérie et le détroit de Bering par un pont ou un tunnel de 88 km de long. Un projet donc qui mettrait Paris à 7 jours de conduite non-stop de New York. C'est pas très COP21. Et projet, c'est sûr, projet qui placerait aussi Moscou au centre du monde. On voit bien là l'intérêt des Russes. Mais attendez, c'est un chantier monumental. Alors, il s'agit de relier aussi des routes qui existent déjà. Donc sur les 20 000 km du tracé, il n'y aurait que 840 km d'autoroute à construire. Mais le vrai défi technique du projet, évidemment, c'est la traversée du détroit de Bering, puisque que ce soit par un pont ou un tunnel, il faudra tenir compte des risques sismiques, des conditions climatiques, avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés. Et par exemple, si on construit un pont, il faudrait que les piles du pont qui s'enfoncent dans la mer soient construites en béton spécial pour qu'elles résistent à la pression de la glace. Et quand on voit qu'on n'a pas rentabilisé le tunnel sous la Manche, on s'interroge sur la rentabilité du tunnel de Bering. Vous avez reconnu Axel de Tarlet. Hein. Exactement, mais vous avez raison. Toute la question, c'est y aura-t-il du trafic sur cette route isolée, verglacée? Alors ça, c'est difficile à croire, m'a dit un historien des transports, Clive Flaming. Lui, il croit davantage en un autre projet, c'est la modernisation du transsibérien avec des lignes à grande vitesse qui passeraient aussi le détroit de Bering pour rejoindre les États-Unis. Et ça, c'est un autre projet que les Russes ont pour 2030. Mais c'est pour tous ceux qui ont peur de prendre le Ryanair d'Axel de Tarlet, quel est l'intérêt? C'est d'utiliser les moyens routiers, de créer un autre axe aussi stratégique. Faire parler. En termes d'essence, c'est le prix quand même d'un vol en business pour New York. Et pourquoi pas se mettre dans une cabine sur un bateau, un paquebot? Ça prend 6-7 jours, on profite de la vie, on a le temps de lire. Ça me fait rêver, moi. Paris-New York en voiture par le détroit de Bering, ça me fait rêver. C'est un projet. On fait bien l'intérêt géopolitique. On laisse Axel de Tarlet embarquer dans sa Renault 18 et on le retrouve quand il sera arrivé dans 5 mois. À demain, 7h15, les experts. À demain.